So sweet, little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants, Je me retrouve sans rien. Je me dis, je vais faire des ménages. J'imagine pas. J'avais mal partout. Je découvrais d'un coup mon corps. Je me disais, mais il est douloureux. Je n'entendais que lui. Et tous les jours, je me disais, où est-ce que je vais trouver la force? Où vais-je la trouver? Avoir un projet, avoir une sorte de lumière face à soi, ça permet de tenir debout. mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Déjà, elle est hyper drôle, faut quand même le dire, c'est une base. Et cette écoute formidable qu'elle a. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bientôt, je vais rencontrer Samira, comédienne. Elle joue sur toutes les scènes de France pendant 20 ans, jusqu'à se retrouver un jour brutalement au chômage après la naissance de son fils. Sa situation se dégrade très vite et pour vivre, elle deviendra femme de ménage. Son incroyable patience et sa sensibilité vont la conduire alors sur un nouveau chemin inattendu. Bonjour. Bonjour, Enchanté. Je enchantée. suis ravi de vous rencontrer. Moi, pareil. C'est vrai? Je suis très touchée, très émue de vous voir. Moi aussi. Mhm. Venez, on va boire un café. Oui, je veux Est-ce que vous bien. voulez un thé, un café, un jus de pomme, un jus d'orange? Peut-être quelque chose de frais. Ouais, jus de pomme, jus d'orange, Parce dites-moi. que j'ai un Je vais peu vous mettre le- à l'aise, enlever vos affaires. J'enlève mon manteau, je Oui, peux. bah oui, mettez-vous à l'aise. J'ai la bouche un peu sèche, Eh bien, donc. justement. Alors, je vais prendre un jus de pomme, s'il vous plaît. Super. Comment vous vous sentez? Bien, plutôt un petit peu tendu, mais bien. Je trouve ça magnifique ici. Oh, Tant mieux. très beau. Si vous vous sentez bien, tant mieux. Moi, je suis ravi que vous acceptiez de raconter votre histoire. J'ai l'impression qu'elle est inspirante pour beaucoup d'entre nous. J'espère. Et vous allez me dire pourquoi c'est important pour vous de raconter cette histoire, en quoi votre expérience peut tous nous servir. C'est ça la question du jour. Au fond, vous avez grandi dans un milieu modeste, c'est rien de le dire, 10 enfants, et dans une famille, finalement, vous étiez un peu entre deux cultures, puisque votre famille algérienne voyait les filles d'une certaine manière. Oui, disons, bénéficiant peut-être de moins de liberté que certaines filles, oui. Oui. Mhm. Bon. Et puis du coup, on verra tout à l'heure dans le détail comment vous avez fait pour arriver à échapper à ça, ensuite réaliser un rêve, et monter sur scène, et être vu par tous, être visible, et non pas une parmi 10 enfants. Et puis la chute, où là vous vous retrouvez à faire des heures de ménage, et là vous avez la sensation que votre destin vous rattrape. C'est à ça qu'on vous avait destiné. Et ce qui est fou, c'est la manière dont vous êtes sorti de ça, comment vous l'avez transformé, ce que vous en avez fait. Et on verra tout à l'heure le détail, c'est assez incroyable. En quoi votre histoire peut tous nous servir? Je me dis qu'au fond, on peut être différent de ce pourquoi on était prédestiné. Voilà. On peut peut-être aussi être maître de son avenir, maître de sa vie. Vous avez l'impression qu'on est nombreux à subir notre existence? Je sais pas, mais je me dis que c'est pas toujours facile. Il y a la difficulté parfois à s'affirmer. C'est pas évident pour tout le monde. Parce que ce qui est fou, c'est que vous avez la sensation qu'on peut faire parfois des grandes choses, justement parce qu'on est dans une période de difficulté. Oui, Ça, oui, c'est on fort. peut. On est nombreux à vivre des difficultés. Et vous avez la sensation que, eh bien, dans votre histoire, c'est parce que vous étiez en difficulté que vous en avez fait quelque chose. Oui, j'ai l'impression que j'ai toujours fonctionné comme ça au fond. Bon, je vais essayer de comprendre à quel point on vous ressemble. Je vais essayer de comprendre à quel point on peut vraiment tous tirer des enseignements de votre expérience. Et j'essaie surtout de comprendre qui vous êtes. Parce que votre destin est assez particulier. Et ce que vous en avez fait, c'est juste extraordinaire. Je vous ai demandé, avant qu'on se rencontre, finalement, de m'envoyer des photos de votre existence. Oui. Et je me suis permis de les exposer dans l'atelier.
Et donc, je vous laisse parcourir la maison. Et si vous êtes d'accord, on se retrouve dans le patio pour cet entretien. Ça vous va? Oui, très bien. À tout de suite. Ok. You cross this line, and do you find it hard to sit with me tonight? And I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be. I am chasing old ideas. It doesn't matter if maybe we are. Maybe I'm wasting my young years. Une vie. La vôtre. Ouais. Quand je vois cette petite fille, j'éprouve de la tendresse pour elle. C'est-à-dire? Je sais ce qu'elle va traverser. Je sais les difficultés qu'elle va rencontrer. Et je sais pas, j'aurais envie de lui dire, il y a un très beau proverbe arabe qui dit ne baisse pas les bras, tu risquerais de le faire 2 secondes avant le miracle. Ça, c'est une phrase qui va m'accompagner longtemps. C'est une très belle phrase, ouais, et qui m'accompagne depuis très longtemps. Samira naît en Algérie en 1964. À ce moment-là, la France fait venir des milliers d'ouvriers pour ses usines. Son père répond à l'appel et la famille s'installe alors dans le Var, à la Seine-sur-Mer. Quelles sont les premières images qui vous viennent de votre enfance? Les toutes premières, là, c'est quand on arrive à la cité HLM. On a vécu, je crois, 3 ans dans un endroit qu'on appelait la vieille maison. Je ne sais pas trop ce qu'était cette vieille maison. Je pense que c'était un squat, parce que tous les travailleurs immigrés vivaient dans des endroits totalement improbables, puisqu'on avait pensé à eux en tant que main-d'œuvre bon marché, mais on n'avait pas pensé au logement, on n'avait pas pensé à la scolarité des enfants, on n'avait même pas imaginé qu'ils resteraient et que ce pays deviendrait notre pays. Et donc les premières images que j'ai, c'est la montée d'escalier. Je pense que j'ai 3 ans. Je monte l'escalier et on était au premier étage d'une cité HLM et on ouvre cette porte et à l'intérieur, tout est blanc. Voilà, il y a du carrelage, c'est blanc, c'est propre. Il y a plein de pièces. C'était un F5. Et je vois dans les yeux de ma mère le soulagement d'être enfin dans un endroit propre. Après le squat. Ouais. Et quand vous dites « on », vous êtes nombreux? Oui, au total, si je compte ma sœur qui est décédée assez rapidement, nous étions 10. 10 enfants? Ouais. Quel souvenir de cette famille nombreuse? La famille nombreuse, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Ça a des avantages ludiques parce qu'il y a des tas de possibilités de jeu. Et puis, il y a des clans, des sous-clans. Tout est hiérarchisé quand même dans une fratrie comme celle-là. Et il y a des désavantages, des inconvénients parce qu'on est considéré comme un groupe au fond. C'est les enfants. C'est les enfants. C'est le groupe. C'est nous. C'est vous. Quand on s'adresse à nous, c'est vous. Ou on s'adresse au sous-groupe, c'est quand même vous. Et pas tellement comme sujet, quoi. On n'est pas une personne, on est un groupe. Non, on est un groupe, voilà. Combien de garçons, combien de filles? Alors, 5 filles, 4 garçons. Est-ce qu'ils sont traités de la même manière par cette famille qui a une culture algérienne à ce moment-là, dans les Mais années non, 70? forcément, dans la tradition, le traitement n'est pas le même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'éducation des filles est une éducation liberticide. Tant qu'on est dans l'enfance, tout se passe très bien. D'accord? Et une fois qu'on atteint la puberté, ou même la pré-puberté, là, on va être traité différemment. Les garçons vont avoir beaucoup plus de liberté que nous. Et les filles vont avoir beaucoup moins de liberté.
le nœud, en fait, de tout ça, de cette problématique, c'est c'est vrai, hein, c'est la virginité qu'il faut préserver à tout prix. C'est comme ça, c'est dans les traditions. Cette virginité qui, au fond, est comme un capital qui appartient à tout un groupe, il faut la préserver. Et comment on fait pour la préserver? Eh ben, Moi, c'est votre point de vue qui m'intéresse, le point de vue de cet enfant, de cette adolescente. Donc, on surveille de près cette jeune fille. Et l'autorité d'un père, puisque c'est de ça dont il s'agit, est mesurée au comportement de sa ou de ses filles. C'est-à-dire que plus la fille aura un comportement irréprochable, plus la communauté, parce qu'il s'agit de ça, hein, plus la communauté verra le père comme quelqu'un de très autoritaire, donc ayant une bonne dose de virilité, et il sera considéré. Voilà. Et donc, les conséquences directes pour l'adolescente que vous êtes, c'est quoi? C'est assez compliqué, parce qu'en fait, on se retrouve confiné entre deux univers, entre deux projets de sociabilisation totalement différents. D'un côté, en Occident, on prône l'émancipation, la liberté, et puis de l'autre côté, c'est tout le contraire. Je me souviens que la jeune fille que j'étais avait très envie de se libérer, mais n'avait pas du tout envie de décevoir ses parents. Voilà. Donc comment se situer? On va voir que cette double culture va avoir des conséquences très très graves et qui vont vous mettre en danger, vous, l'adolescente que vous étiez. Mais auparavant, je veux comprendre, ça se concrétise comment, ce manque de liberté? Il y a des règles, donc il n'y a pas de sortie nocturne, bien sûr. Il y a le chemin de l'école qu'on connaît très bien, puisqu'on va de la maison à l'école et de l'école à la maison. Ça veut dire pas autre chose? Non, très peu de choses. Parfois, on peut avoir quelques libertés dans l'après-midi, mais il faut qu'on soit accompagné. L'été, par exemple, je me souviens d'étés très très longs, quoi, où j'attendais. Et je me dis, mais j'ai tellement attendu que j'ai l'impression d'avoir eu un prix Nobel de l'attente. C'est vraiment, non, mais c'est vrai. J'ai tellement attendu. Alors, attendu. Vous attendiez où et vous attendiez quoi? Chez nous. Donc D'ailleurs, l'été dans le HLM? Oui, et puis je me souviens de ce balcon. C'est là où je me postais. On était vraiment, c'était comme des perchoirs, hein, vraiment. Et puis on regardait le monde devant nous sans pouvoir y accéder. Parce que c'est quoi l'attente? Vous dites prix Nobel de l'attente. On attend quoi? Vous attendez quoi à ce moment-là? On attend que l'été se termine pour pouvoir sortir. On attend que l'école arrive, parce que l'école est, pour nous, était un espace de liberté. Un espace de liberté. C'était formidable, l'école. C'est là où on se faisait des amis. Le fait d'accéder à la connaissance. Je me disais, si tu accèdes à la connaissance, tu accéderas à ta liberté. J'étais certaine de ça. Vous aviez cette sensation? Oui, je savais. Je savais qu'une fois que j'aurais eu mon bac, je pourrais demander à mon père de partir, et puis on verrait. On va voir comment ça se passe. Oui. On va voir comment vous êtes parti, comment vous avez réussi à vous échapper de ce qui était une forme de prison d'affection, mais c'était une prison quand même. Oui. Et quel était le destin, finalement, auquel vos parents vous préparaient? C'est flou, hein, parce que mes parents étaient aussi dans un entre-deux, parce qu'ils avaient envie qu'on fasse des études. En même temps, ils avaient envie qu'on épouse des musulmans. On n'a jamais parlé de la virginité, c'était tabou chez nous. Mais je pense qu'ils avaient quand même un profond désir, surtout, je pense, de la part de ma mère. Tout ça, je le sentais. Tout ça, je savais que ça existait. Mais c'était pas un avenir qui m'intéressait, parce que je pense qu'il ne me correspondait pas. Samira sent que le monde l'appelle, mais femme et mineure, elle doit se plier aux règles des hommes. Elle souffre de cet enfermement, de ne pas s'appartenir, alors peu à peu, elle sombre dans l'anorexie. Comme je suis dans ce conflit dans ma tête, entre le désir de m'émanciper et puis la peur de les décevoir parce que je les aime, je ne sais pas comment se débrouille mon cerveau. Je sais pas, je me suis pas dit, tiens, je vais devenir anorexique. Ça commence comment? Mais ça commence tout bêtement. Je sais que je suis mal, je sens que j'ai pas envie de grandir, il y a quelque chose en moi qui va pas bien, et puis je commence à avoir des rondeurs, et je sais plus, on me dit, oh là là, tu es grosse. Et ça me déplaît complètement. Je me dis, c'est pas possible. Donc je décide tout bête, comme toute jeune fille, de faire un régime. Et qui démarre tranquillou. Et puis,
Au début, c'est vachement bien. Il y a une espèce de surpuissance qu'on ressent à C'est-à-dire ne pas manger. Quand on ne mange pas, il y a quelque chose, je ne sais pas, ce qui se libère dans le corps, mais on s'allège du poids, d'un poids, de quelque chose, je ne sais pas quoi. On est très présent, quoi, très disponible. On se sent très intelligent. Il y a quelque chose qui circule bien dans la tête et dans le corps. Mais ça ne dure pas. Ça, c'est un temps. Après, la fatigue s'installe, des tas de choses, on maigrit. Et donc, ce que je voulais, mais ça, je l'ai compris après coup, c'était effacer, pour régler ce conflit, effacer toute trace de féminité. Comme ça, je me disais, je ne décevrai personne. Je resterai une éternelle petite fille. Ça, ce sont les explications de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Oui. Quand vous êtes adolescente, Oui. donc au début, surpuissance, Oui. je maigris, j'ai le contrôle. J'ai le contrôle. À quel moment, finalement, ça devient un problème? Quand la fatigue s'installe, une certaine fragilité intérieure, beaucoup moins de dynamisme, de la tristesse qui commence à s'installer. Donc une sorte de mal-être. Oui, Est-ce qu'autour de vous, on se rend compte de ça? oui, je vois. Je vois à l'école une professeure de français qui m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade ?» Mais comme moi, j'avais une image totalement déformée de moi-même et je trouvais que j'étais belle. Mais je lui dis « Mais j'ai rien. » Elle me dit « Si, il y a quelque chose qui ne va pas. » Je lui dis « Non, tout va très bien. » Et puis mes parents aussi. Ils disent quoi? Il y a quelque chose qui les chiffonne. Mon père me pose une question un jour. Et je me souviens très bien de ce moment-là. Il était assis là, dans son fauteuil. Il me regarde. Il s'approche de moi et il me dit « Pourquoi tu ne manges pas ?» Ça m'a vraiment bouleversée, cette phrase. « Pourquoi tu ne manges pas ?» Parce que j'ai eu la sensation que d'un coup, il s'adressait vraiment à moi. Et qu'il était... Inquiet? Ouais, qu'il était inquiet. Pour vous, Ouais, ouais, pas pour le groupe. ouais, exactement. Alors comment ça va s'arrêter, cette anorexie? Eh bien, ça s'arrête parce que j'ai un problème, un accident domestique. Donc c'était un samedi, je crois, mes parents étaient partis au marché. Et ma mère m'a demandé de préparer à manger, parce que je savais déjà à cette époque-là, à 15-16 ans. Je mets la cocotte minute en marche, tout ça, et puis je discutais avec une de mes sœurs, on parlait. Et je ne sais pas ce qui me prend, alors que j'avais déjà utilisé cette cocotte minute. J'ouvre la cocotte minute sans soulever le bouton. Vous savez, le bouchon pression. Alors j'ouvre, et alors là, je vois une vague d'eau bouillante, comme ça a fait... Je me souviens très bien du mouvement de la vague sur mon ventre et sur mes cuisses. J'étais brûlée. Le médecin arrive, et le médecin un peu étrange qui dit oh, il faut qu'elle reste à la maison, et puis vous lui couperez les cloques. J'avais des cloques énormes après qui ont... Et en fait, il aurait fallu que j'aille à l'hôpital, mais je suis restée, je crois, un bon mois chez moi, avec ma mère. Et je crois que ce tête-à-tête avec ma mère m'a nourrie, et je me suis mise à manger. Vous vous rappelez de ce que vous vous dites pendant cette période-là, pendant ce mois? Quand j'y pense, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mots. Il y a elle qui me soigne, il y a des attentions de sa part. Et il y a peut-être un début de relation qui se tisse. Et je me suis mise à manger. À ce moment-là, Samira comprend qu'elle ne gagnera sa liberté qu'en adoptant un comportement irréprochable, obéissante à la maison, bonne élève à l'école. Il y a quelque chose de prémédité à ce moment-là? Ben oui, j'y ai pensé, moi. Je me dis, si tu te comportes bien, tu pourras aller loin. C'est incroyable! Oui. Ouais. Si jamais tu te comportes bien, tu pourras aller loin. Ouais. Donc en fait, vous donnez le change, vous donnez la sensation à tout le monde que vous êtes ce qu'on attend de vous, mais vous ne savez pas encore comment, mais vous savez que vous allez pouvoir vous échapper Voilà. grâce... Et j'ai mon bac, et là, je demande à mon père, j'aimerais faire des études, mais il faudrait que j'aille à Aix-en-Provence, qui est à peu près, je sais pas, 150 km. Donc il faudrait que j'habite à Aix-en-Provence. Et mon père me dit oui. Et je me dis, ouais, super. Et d'ailleurs, un accord tacite entre nous s'installe, puisque je pense que mon père s'est dit, bon, je la laisse partir, elle peut faire ce qu'elle veut, mais de toute façon, tant qu'elle ne le fait pas là, sous mes yeux, au vu et au su de toute la communauté, c'est peu importe. Donc vous habitez en cité universitaire, Voilà. là vous avez 19 ans,
Ouais, 19 ans. Vous découvrez l'amour. Voilà, je découvre tout, moi. La vie, l'amour, le théâtre. Je découvre, oui, la fête. Je sors souvent, je vais en boîte le samedi. C'est vraiment l'éclate, quoi. Et Vous tombez amoureuse. Oui, autour de 21 ans. Voilà, je tombe amoureuse. Et est-ce que vous parlez de cet amour à votre Non, famille? surtout pas. Alors là, déjà, voilà. Là, les choses commencent à... Là, je me dis... Parce que pendant cette période à la fac, c'est vrai que je retournais pas mal chez mes parents le week-end. Et puis, peu à peu, j'ai lâché un peu tout ça. Et puis, je m'éloignais un peu d'eux. Puis, quand je suis tombée amoureuse, là, je me suis dit, il faut que je préserve ça. Puis, il faut pas que je les déçoive. J'étais toujours dans cette optique-là. Donc là, en étant heureuse, vous avez peur de les décevoir. Exactement. C'est ça le paradoxe. Ah oui, mais on est toujours dans cette espèce de conflit. Hein. De conditionnement aussi. Oui, exactement. Donc, je préserve ma vie, donc j'en parle pas. Je ne dis rien. C'est un bonheur qui doit être secret, c'est étrange. Ouais. Je suis loin d'eux, en même temps ça me permet de vivre ma vie. Cette vie, Samira l'embrasse pleinement. Le théâtre occupe toute sa place, le jeu devient son oxygène. Anonyme au milieu de sa famille, sur scène elle se transforme et devient celle que l'on remarque. Est-ce que vous vous rappelez des sensations nouvelles dans votre existence quand vous montez sur une scène? Oui. Je me souviens parfaitement de la sensation. Je me souviens de la chaleur du projecteur. Je me souviens de l'écoute d'un coup. On vous écoute. On m'écoute. Je me souviens de comment les émotions circulent à l'intérieur de moi, parce que je suis regardée, écoutée. C'est tellement fort que ça va devenir une grande partie de votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous quittez la fac, Oui. et à 24 ans, vous allez vous installer à Saint-Étienne, Oui, et d'un coup, cette sensation, vous décidez que ça doit être votre vie. oui. Donc c'est quoi Donc je m'installe à Saint-Étienne parce que je passe le concours de l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Donc, vous réussissez ce concours, Voilà, je le réussis. donc vous êtes formé, et vous commencez à vivre de ça. Je vis que pour ça, hein. On vit, on mange, on dort. Théâtre, je ne fais que ça. Et là encore, je cloisonne ma vie. Hein. J'appelle très peu mes parents. Je les vois de moins en moins. Je crois qu'il m'est arrivé de rester sans les voir 3-4 années de suite. D'ailleurs, une fois, mon père a dit quelque chose à une de mes sœurs. Il lui a dit, en riant, je pense que ça devait quand même le peiner, il lui a dit, si je rencontre Samira, je suis pas sûre de la reconnaître dans la rue, tellement ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et vous, à l'époque, si on vous avait demandé pourquoi vous n'êtes pas en contact avec eux, à l'époque, vous auriez dit quoi? Pour me préserver. Parce que je voulais préserver ma vie. J'avais pas envie qu'ils interfèrent. J'estimais, j'avais l'impression que ça pouvait être dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que j'étais encore dans ce schéma-là, j'étais encore dans ce conflit-là. Moi, j'imaginais que la vie que j'avais, que je menais, ne correspondait pas au désir qu'ils avaient. C'était totalement à l'opposé. J'avais une vie de femme libre. Libre. La première fois qu'ils vous voient sur scène, vous avez quel âge? 35, je crois, à peu près. 35. Réaction. Ah, c'était drôle. Hein. Donc je suis très tendue, parce que c'est la première fois qu'ils me voient sur scène, très très tendue. Donc je laisse 2 invitations à l'accueil, et ils viennent, ils s'installent. Et puis dans la salle, j'entends du bruit. Pendant que je joue, j'entendais. Et j'apprends plus tard en fait que c'est mon père qui s'ennuyait. Donc il décroisait ses jambes, il mâchait du chewing-gum, il ouvrait son chewing-gum, il le mâchait, il parlait à ma mère, il lui dit « Oh là là, c'est long, oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie ». Mais c'est vrai que c'était un spectacle super ennuyeux. Hein. Mais je les avais prévenus. Je leur avais dit « Ne venez pas », c'était Aragon, le fou d'Elsa, c'est hyper intello, c'est pas pour vous. Ils ont voulu venir, bon ben ils sont venus. Et mon père, il s'est comporté comme il se comporte devant la télé, en fait. Et en sortant, donc je sors, ma mère me dit oh, « C'était formidable !» Mais j'ai l'impression qu'elle jouait un peu la comédie, mais c'est pas grave. C'était assez beau de sa part. Et puis mon père, il me dit « Heureusement qu'on n'a pas payé, hein !» Donc vous attendiez le regard. Ça vous fait rire aujourd'hui? Mais oui. Ça vous fait rire non, mais j'ai éclaté de rire sur le moment aussi. aussi. Ah ouais. Mais c'est parce que c'est plein de bon sens. Et c'est vrai. Samira est comblée. Elle a gagné sa liberté comme femme et comme artiste. Elle est en pleine lumière. Pourtant, son passé va brutalement fissurer la carapace qui l'a protégée.
Qu'est-ce qui vous arrive à 35 ans? Je bug. Je bug. Le passé me rattrape. Donc c'était suite à une rupture. Mais je pense que j'aurais bugué de toute façon tôt ou tard. Ça se concrétise comment? Des crises Des d'angoisse? crises d'angoisse terribles, des attaques de panique. Là, vous savez pas pourquoi, bien sûr. Non, je suis complètement larguée. C'est la première fois que ça m'arrive. Je comprends pas. Je n'ai plus aucun intérêt pour le théâtre, plus aucun intérêt pour rien. Je me sens complètement me déliter m'émietter à l'intérieur. Je me souviens qu'un soir, durant cette période, j'étais avec une amie, j'étais en tournée à l'hôtel, elle était avec moi. On était dans la chambre d'hôtel, j'ai une grosse crise d'angoisse. Et je la réveille, je dis ça va pas, je vais pas bien du tout. Elle me dit, bon, moi j'ai déjà eu ça, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu te détends, tu essaies de penser à un beau moment de ton enfance. Je m'allonge, je ferme les yeux et rien ne me vient. Un trou noir. Je n'ai plus aucune image de mon enfance. Je n'ai plus aucune image de mon passé. Je suis la femme sans passé. Et je me dis, voilà, le problème vient de là. Et ce qui tape à la porte, là, c'est le passé. Donc je vais chez le psy parce que je ne peux pas faire autrement. Et là, vous comprenez quoi? Ben là, d'abord, il y a tout qui sort en vrac. C'est une foule d'émotions, une foule des flashs. Ça sort dans tous les sens, dans le désordre, parce que toute l'inconscience, il n'y a pas de notion de temps. Tout sort comme ça, n'importe comment. Et je comprends qu'il faut que je renoue avec les miens, que c'est important, que j'ai des racines, parce que j'arrêtais pas de dire « je n'ai pas le culte des racines ». Mais c'était une armure. On peut ne pas avoir le culte des racines, mais on a des racines. Et elles sont ce qu'elles sont. Il faut les accepter. Et peu à peu, je vais renouer. C'est d'ailleurs pour ça que mes parents sont venus au théâtre. J'ai commencé à les appeler. Puis je suis allée les voir. Puis on a parlé. Et puis je me suis peu à peu remplie de moi-même. Samira se libère de toute culpabilité. Elle reprend les tournées de théâtre plus légères et à 40 ans, elle décide même d'avoir un enfant sans être mariée. Mon fils naît. 3 semaines après, je pars en tournée. C'était prévu, hein. Donc c'était en Italie. Et puis a suivi 9 mois de tournée. Imaginez 9 mois de tournée avec un bébé. Il avait 3 semaines quand on est parti. Les premiers temps, il faisait passer nuit. C'était très difficile. Je me suis sentie très seule. Et les actrices n'ont pas mesuré, je crois, la détresse dans laquelle je me retrouvais. Je ne dormais pas, puisqu'il fallait le nourrir. Il faisait passer nuit. Et quand la tournée se termine, je me dis, bon, j'ai l'impression qu'on m'a volé tous ces moments tous ces moments, toute cette relation avec mon enfant. Donc je vais me poser. Et après, je verrai. Donc je me pose, je suis avec mon enfant, mon compagnon, ça me fait du bien d'être chez moi, tout ça. Mais je me pose un peu trop longtemps. Et ça ne se passe pas comme Et là, ça. les acédiques s'épuisent. Et les projets ne viennent pas, parce que, en fait, je n'ai rien fait pour. Donc voilà, et je me retrouve sans rien. Financièrement, je suis vraiment totalement démunie. Mon compagnon est enseignant, hein, c'est pas non plus... Et vous tenez en plus à être indépendante. Je tiens totalement à être indépendant et je lui dis, je veux au moins payer la moitié du loyer. Donc je me dis, je vais faire des ménages. J'imagine pas. Je me dis, oh, c'est rien, c'est provisoire, et puis c'est pas grand-chose, épouse-t'es là. C'est ridicule. J'y vais naïvement. C'est stupide, hein, je le sais de ma part. J'y vais naïvement. Donc je pose des affichettes et je me dis, ça va arriver vite. Effectivement, ça arrive vite, super vite. Hein. Femme sérieuse propose. Voilà, un chez le déménage. boucher, chez le machin, éloigné de chez moi parce que j'ai pas trop envie que ça se sache. Et on m'appelle super vite. Voilà. Et là, ça commence. Je commence ma vie de femme de ménage. À quoi vous pensez? Je pense à ma naïveté d'abord. Et puis après, je me dis à la difficulté quand même. À tous les niveaux. À tous les niveaux. D'un coup, je passais de... C'est tellement différent. Vous passez de cette femme qu'on regarde sur scène C'est ça. Je passe de la... à cette c'est femme ça. qu'on ne regarde pas. C'est ça. Je passe de la visibilité à l'invisibilité la plus totale. Je me rends compte que le regard change.
j'ai tout à coup un regard qui me traverse quand je deviens femme de ménage. Alors que quand je suis comédienne, j'ai un regard qui se pose sur moi, un regard plein d'admiration. Je me rends compte que je deviens totalement invisible, puisqu'on me laisse. J'ai les clés des appartements, je ne vois jamais personne, j'entre, je sors, j'ai l'argent qui est posé sur la table. C'est tellement difficile. Je me souviens très bien quand je faisais ça 5 heures d'affilée, par exemple, parce qu'on ne peut pas faire plus, par jour. J'avais mal partout. Je découvrais d'un coup mon corps et je me disais, mais il est douloureux. Je n'entendais que lui. D'un coup, il devient hyper présent, contrairement à la tête qui, elle, se vide, puisque tout ce qu'on fait, tous les gestes qu'on fait, ce sont des gestes hyper récurrents, on fait toujours les mêmes. Il y a une espèce de lassitude à faire ces gestes qui est pénible. Et je me dis, parfois, quand je me levais le matin, alors je me levais, je ne me lavais pas, parce que je ne vois pas l'intérêt de se laver pour se relaver 5 heures plus tard, parce qu'on est en âge, on est fatigué, on sent mauvais. Et je me disais, comment font ces femmes et ces hommes qui font ça toute leur existence? Je suis pleine d'admiration pour ces gens-là. Là, qu'est-ce qui est le plus difficile? Il y a des tâches particulières, nettoyer les toilettes, je pensais à ça. Ouais. Oh, ça, c'était difficile. Malgré les gants, on se dit que c'est quand même un trou où se déverse l'intimité de l'autre, quand on y pense. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas très respectueux. Il y a des gens pour qui on travaille. Oui, il y a des gens qui se laissent aller. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Est-ce qu'ils ont oublié que la femme de ménage devait passer? Est-ce qu'ils se disent de toute façon, elle est là pour ça, elle va nettoyer? Je ne sais pas, mais il y a des choses totalement inimaginables. Donc c'est dur à vivre, physiquement, parce qu'il y a du dégoût, et aussi mentalement, psychologiquement parlant. Psychologiquement, c'est parce très qu'il y a, difficile. on se sent pas exister, on se sent pas respecté. Oui, on n'a aucune reconnaissance. Jamais personne ne va vous appeler pour vous dire « Je suis vraiment content de vous. Merci, c'est bien. » On a vraiment besoin de reconnaissance, mais il n'y en a pas. On nous oublie très vite. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que la première personne pour laquelle j'ai travaillé, je l'ai rencontrée, cette personne. Plusieurs semaines après, il ne m'a pas reconnue. Il m'a vue, mais il ne m'a pas reconnue. Et je me dis, voilà, la femme de ménage a le don d'invisibilité. C'est terrifiant. Terrifiant. Je crois que personne n'en a jamais parlé comme vous. Vous en parlez à votre famille, à vos amis, à Oui. votre enfant? Alors, très peu à mes amis. Pourquoi? Parce qu'on a honte. C'est nul à dire. Je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai. Parce qu'on a honte et qu'on n'assume pas. Votre fils, par exemple, Oui. vous lui disiez quoi? Je ne savais pas quoi lui dire. Quand il savait qu'il commençait à poser des questions, c'est quoi ton travail, tout ça. Alors je lui dis, écoute, normalement je suis comédienne, mais là j'ai quelques difficultés, donc je fais du ménage. D'ailleurs un jour je l'emmène avec moi dans un appartement, parce que je ne peux pas faire autrement. Je crois qu'il a 5 ans, et je lui dis, tu te poses là, tu dessines, et puis moi je travaille. Donc il dessinait, tout ça, puis parfois il levait la tête, il me regardait. Je voyais qu'il réfléchissait un peu, et puis on s'en va. Et dehors, il me dit, maman, c'est ça ton travail, le frottage? Et alors moi, je vois quelque chose dans son regard, mais peut-être que je l'ai fantasmé. J'ai vu de la déception. Je ne crois pas qu'il y ait eu ça, mais c'est moi qui ai senti ça, parce que je pense que j'avais peur de le décevoir. Alors ce qui est extraordinaire dans votre histoire, parce que vous donnez une voix finalement à tous ces humains qu'on ne regarde pas, et vous l'avez écrit. Oui. Et vous avez été reconnu comme un écrivain extraordinaire. Et on va voir que Sandrine Bonner a eu envie d'incarner ce que vous avez écrit sur scène. Mais comment on passe de cette femme qui est dans l'oubli à cette femme qui est reconnue? Un jour, je suis avec une amie, je discute avec elle et je lui parle de ça. C'est une amie très proche. Et je lui dis, tu vois, ce qui est difficile dans ma situation, c'est que ce à quoi ça me ramène, au fond, cette vie de femme de ménage, cet exil professionnel, ce à quoi ça me ramène, c'est l'exil de mes parents. Au fond, j'ai l'impression je me dis 40 ans au passé, rien n'a changé. Vous êtes une C'est comme une servante. sorte, oui, c'est ça. C'est comme une sorte et pourtant, ça n'est pas ça, de déterminisme social. Et elle me dit, mais c'est ça, écris ça. Ça, c'était hyper intéressant. Et je me dis, ah oui, peut-être que ça, c'est pas mal. Et je commence à écrire.
Et du coup, c'est un projet qui me tient, parce que ça me tient debout. Je me dis, avoir un projet, avoir une sorte de lumière face à soi, ça permet de tenir debout. Et je commence à écrire. Vous allez trouver un éditeur. Voilà, Vous allez j'envoie donc mon texte. Je trouve l'éditeur au départ me dit oui, c'est intéressant, mais c'est pas encore abouti. On travaille ensemble. Cette éditrice m'a vraiment fait naître en tant qu'auteur. Et je pense aussi que toute cette histoire m'a fait naître en tant qu'auteur. L'adversité a fait de moi un auteur, enfin. Si on fait un raccourci, et c'est vraiment un raccourci, ce serait l'histoire d'une femme de ménage qui va devenir écrivain, et un grand écrivain. Comment on vit la sortie du livre? D'abord, on est troublé, on a peur. Je me disais, maintenant, ça y est, tout le monde va savoir. Et je l'ai vécu comme une catastrophe. Hein. Franchement, j'étais terrorisée à l'idée qu'on ouvre ce livre et qu'on lise mon histoire. Et une forme de détresse à un moment donné. Ben ouais. Et puis, je suis quelqu'un d'assez fier. Hein. Il y avait une fierté à ne pas dévoiler ma détresse. Donc, le livre sort et en fait, ce que je reçois, c'est tout à fait le contraire. D'un coup, il y a des tas de gens qui me disent que l'histoire est magnifique. On me parle beaucoup de l'écriture. On me dit que l'écriture est belle. Et là, ça me touche le plus. Beaucoup de talent. Oui, ça me touche énormément. Et puis les comédiens qui m'appellent ou qui me laissent des messages en me disant merci d'en avoir parlé. Merci. Parce que je suis l'arbre qui cache la forêt. Nous vivons, les comédiens vivent dans une très grande précarité, une très grande fragilité. 80% d'entre eux en France. Oh oui, oui. Mais c'est très compliqué pour nous, très. Alors que vous êtes là pour donner du rêve. Oui, c'est vrai. Un comédien C'est est là vrai. pour vivre des émotions, C'est nous vrai. évader, nous Au fond, raconter des histoires. C'est ça. Et donc C'est un vrai, comédien c'est- accepte des sacrifices pour donner du rêve à tous les autres. Mais oui, c'est vrai. Je suis impatient de rencontrer vos proches Bah, moi qui ont aussi. vécu plusieurs périodes avec vous pour voir s'ils vont m'aider effectivement à comprendre ce qu'on peut tous retirer de votre histoire. C'est que c'est au moment le pire finalement qu'on va trouver une ressource pour rebondir. Mais oui. Moi, je l'appelle souvent la résilience artistique parce que j'en ai fait un livre, et après un spectacle, mais c'est au fond une façon de rendre lumineux ce qui ne l'est pas. Il faut éclairer nos malheurs. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut en tirer quelque chose. Éclairer les malheurs. Merci. Merci à vous. Merci pour la confiance. On va les recevoir? Ok. Si tous mes invités comme Samira aujourd'hui survivent aux épreuves, c'est aussi grâce à des rencontres. Mais un mystère demeure, comment s'échappe-t-on du pire? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses proches afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de son expérience. Dans le moment le plus difficile, il faut faire confiance à ce qui est soi, à ce qui est profondément soi, se relier avec son histoire, ne pas nier son histoire. Sa chute, c'est une chute que tout le monde peut vivre. Donc c'est une petite histoire qui raconte l'histoire de plein de gens qui sont tous des héros de leur vie. Merci d'être là. Alors Samira, évidemment, vous allez m'expliquer pourquoi ces personnes sont importantes pour vous. Mais je voudrais quand même que vous sachiez ce que moi je viens de vivre, hein, puisque j'ai vécu dans les yeux un face-à-face avec une histoire extraordinaire. Steven Spielberg dit souvent qu'une belle histoire, c'est quelqu'un d'ordinaire qui va vivre des choses extraordinaires. Et donc quelqu'un qui vient d'une famille modeste, qui va avoir la sensation qu'un destin est tracé pour elle, qui va réussir à s'échapper, à devenir visible en étant sur scène et qui à un moment donné va vivre pendant 4 ans le statut d'être invisible. Un être invisible, quelqu'un qui fait les ménages, qui n'est pas considéré, qu'on ne voit pas, et jusqu'à raconter son histoire et devenir un écrivain reconnu, parce que voilà, Samira est un grand écrivain. Mais ce qui est très important, évidemment, c'est que vous m'aidiez à comprendre ce que nous tous, on peut tirer comme clé, comme enseignement d'une expérience comme celle-là. Au fond, en quoi cette existence peut nous aider à vivre notre propre existence. Expliquez-moi qui est qui. Alors, ce sont mes amis. Hein. Je vais commencer par Christine, parce que c'est la femme. C'est important. Mais Christine, c'est une amie très proche. On s'est rencontrés sur un spectacle. Justement, le dernier spectacle avant la Comédienne, chute. donc. Ouais. Dernier spectacle avant la chute. Ouais, qui s'appelait Déou et qui racontait justement l'histoire de 4 femmes au chômage et qui se retrouvaient dans des situations désastreuses. Incroyable. Et oui, Ouais. ouais. Oui. Déou. Incroyable.
incroyable. Et donc, voilà. Incroyable, j'ai- parce que c'est ce que vous allez vivre vous-même. La pièce racontait ce que vous alliez vivre. par exemple. Exactement, exactement. Donc voilà, et ouais, j'adore Christine pour sa fidélité, son amitié, tout ce qu'elle m'apporte, quoi. Ok. Et puis nous avons Richard, qui est un ami de très longue Vous riez date. quand on dit votre prénom. Oui, parce que il y a beaucoup d'humour en fait. Voilà, ça y est, je suis content de l'entendre rire. Ça me réjouit. Un ami de très longue date, je l'ai connu à Saint-Étienne. Je vous avais parlé de cette période de la Comédie de Saint-Étienne. On a fait la comédie ensemble. Et puis, Richard a lu mon texte et il a eu envie de le monter au théâtre. Et c'est devenu une pièce. Donc cette jeune femme qui est en train de faire des ménages que personne ne regardait va écrire pour être lue et entendue. Et du coup, ça va devenir une pièce de théâtre, Ouais. jouée par Sandrine Bonner, donc une grande comédienne qui va décider de mettre son visage sur ces mots-là. Enfin, c'est une histoire extraordinaire. Et donc, vous vous rappelez de la première fois que vous rencontrez Samira, quelle sensation vous avez à l'époque? Oui, très bien. J'étais très admiratif tout de suite parce que moi j'étais encore au lycée et Samira était donc à l'école d'acteurs. Et elle avait une présence extraordinaire dans la vie, mais aussi sur scène. Une énigme, voilà, quelqu'un d'assez mystérieux, mais en même temps d'une très grande force. Je me rappelle aussi sa capacité comme comédienne de passer des registres très très drôles à des choses extrêmement tragiques. Et puis aussi, je l'ai entendu chanter. Non, vraiment quelqu'un Donc une artiste complète. qu'on peut, oui, tout à fait. Un être humain attachant et charismatique. Et puis Mais je quelqu'un danse pas, je danse pas. Elle ne danse pas. On est aussi quelqu'un de très, je dirais, de très franc, qui dit les choses, qui n'a pas peur de dire des vérités. Je la croisais dans les spectacles et quand quelque chose lui plaisait pas, elle était toujours en train de dire vraiment sa vérité. Donc c'est important parce qu'on essaie de savoir au fond comment on peut s'inspirer de son histoire pour nous-mêmes traverser les épreuves. Donc cette authenticité-là, pour vous, c'est une des clés. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est une manière d'être au monde, de ne pas se nier, De pas se mentir. de ne pas se mentir et d'oser. Et D apostrophe, hein, oser, et puis après d'oser, un seul mot. Voilà, On pour doit, l'équilibre. on doit doser quoi du coup? C'est-à-dire que Samira pouvait aussi parfois être un peu révoltée, un peu révoltée. Un peu révolté. Oui, révoltée Ouais, sur c'est vrai. certains sujets ou avec certaines personnes. Mais très souvent, les amis autour d'elle pouvaient l'admirer, mais un peu la craindre, parce qu'elle n'avait pas peur de dire ce qui pouvait déranger. Donc déjà un caractère, parce qu'on va voir Oui, ce qu'elle a vécu et comment elle l'a transformé. Donc déjà des traits de caractère. Ouais. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est pas la sensation que j'ai quand je vous parle aujourd'hui. Je vois pas le côté révolté. Ça s'est apaisé? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, ça s'est apaisé. Bon, en même temps, je suis toujours un peu révoltée. C'est bien de l'être, non? De continuer à l'être, mais pas autant qu'à l'époque où on s'est rencontrés, il y a longtemps. Hein. C'était il y a 27 ans, je pense. Là, c'est vrai que j'étais encore un peu brute de décoffrage à l'époque. Alors on va voir ensemble comment vous avez vécu toutes les périodes avec elle, quand elle était visible, invisible et ensuite quand elle s'est reconstruite. Christine, vous êtes sur scène avec elle, vous la rencontrez. Qu'est-ce qui fait que vous allez devenir amis? Ce qui fait qu'on devient amis, je pense que c'est qu'on avait un socle commun, en fait. On venait toutes les deux du même milieu. Milieu social? Du même milieu social. Milieu ouvrier? Oui, Famille nombreuse? oui. Donc on était toutes les deux d'une famille nombreuse, donc Combien d'enfants chez vous? 8. D'accord, 8 et 10. Il y a beaucoup de familles nombreuses dans les milieux plus bourgeois, plus cathos. Moi, ma famille n'était pas du tout catho. Donc on s'est rencontrés vraiment là-dessus et aussi sur cette révolte qu'on avait, sur cette révolte sociale. Et comme le spectacle parlait de ça, ouais, ça a été une évidence, quoi. Une évidence. Oui, oui, une évidence, ouais. C'est dur de résumer, encore une fois, une existence en une phrase, mais de cette période de sa vie, quand elle est famille nombreuse, ce que je retiens, c'est qu'au fond, on est un parmi les autres, et que les parents disent « les enfants », et qu'elle s'est retrouvée sur scène, et elle était enfin une personne. C'était la même chose pour vous? Je sais pas, non, je me suis pas sentie. Je crois Un parmi les autres? Non, il y avait pas ça. Tu étais parmi les dernières, toi, Christine. J'étais la dernière. Et voilà, c'est différent. Donc Moi, j'étais parmi les aînés. voilà, Et là, donc c'est un autre chose. statut très différent. C'est un statut très différent. C'est-à-dire? C'est plus cool d'être la dernière. Mais oui, Parce que c'est vrai. tout est plus facile. Oui. Tout Et est les plus parents facile. évoluent entre-temps. Ils évoluent puis ils sont épuisés. Donc, Parce que les aînés. Donc moins exigeant, il y a moins ah oui, d'exigence. ils sont-
Les aînés essuient les plâtres et du coup, les parents sont beaucoup Puis on plus profite souples. des expériences des plus grands. Et du coup, ça donne quel type de personnalité quand on est issu d'une famille nombreuse? C'est-à-dire que j'aime beaucoup, par exemple dans le théâtre, ce que j'aime beaucoup, c'est faire partie d'un groupe. J'adore ça, mais j'adore que le groupe change. J'adore d'être une individualité dans ce groupe et de changer, d'évoluer au travers de ça. Alors on va voir comment Samira effectivement a traversé les différents épisodes de son existence. Mais avant de parler de la chute, comme vous dites, quel type de personnalité elle a? Je crois que vous la trouvez très joyeuse et qu'elle aide à vivre justement les autres. Ah bah, déjà, elle est hyper drôle, faut quand même le dire. C'est vraiment une base. Samira est quelqu'un de très, très, très drôle. Et Samira a une écoute absolument incroyable, une générosité formidable. Moi, elle m'a aidée. Je lui en suis à jamais reconnaissante. Ça a été absolument formidable. Et donc, pour moi, les deux traits essentiels de Samira, c'est sa joyeuseté, si elle n'existe pas. Hein, sa joyeuseté. Non, on l'invente pour l'occasion. Exactement. Et cette écoute formidable qu'elle a. Alors, cette jeune femme, donc, qui est joyeuse, généreuse, qui a le sens de l'amitié, a vu quelque chose de particulier, puisque elle me l'a raconté. À un moment donné, elle décide d'élever cet enfant qu'elle vient d'avoir, de passer du temps avec lui. Donc, elle va penser se mettre entre parenthèses. Et puis, à un moment donné, c'est une sorte d'effet domino où elle se retrouve en fin de droit, comme on dit, et elle va devoir faire des ménages. Est-ce que vous vous rappelez de la manière dont vous l'apprenez et comment elle le vit, en tout cas du point de vue que vous avez à l'époque? Oui, je me souviens très bien quand Samira m'a dit qu'elle faisait des ménages. Et ça m'a bouleversée, évidemment. Qu'est-ce qui vous bouleverse à ce moment-là? Ce qui me bouleverse, c'est que je la sentais vraiment désespérée. Et je ne savais pas comment l'aider. Donc chaque fois que j'étais sur des projets, je disais, il y a Samira et tout. Enfin, c'est pas si facile que ça de mettre des amis sur des projets. Moi, ma mère aussi a fait des ménages, donc je sais que c'est pas le pied. C'est pas facile à faire déjà. C'est pas facile. Et le regard des autres. Il y a le regard des autres. Donc oui, j'étais bouleversée et vraiment démunie. Elle vient vous voir au théâtre à ce moment-là, pendant cette période? Oui. Quel souvenir vous avez? J'ai le souvenir que je trouvais ça incroyablement courageux. Le fait qu'elle ne soit plus sur scène et que vous voulez... Oui, parce qu'on vit tous des périodes de chômage, on sait tous ce que c'est. Quand on est dedans, parfois on sait que ça va s'arrêter, parfois on se dit c'est peut-être la dernière fois que je joue. Ça, c'est la précarité vraiment qui est inhérente au métier de comédien. Et on l'a tous connu, donc on ne peut pas faire comme si on ne savait pas ce que c'était. Moi, quand je joue pas et que je vais au théâtre, c'est violent, c'est une violence. C'est un bonheur parce que j'adore voir des spectacles, j'adore voir mes amis, je suis heureuse si le spectacle est bien, je suis heureuse si mes amis sont formidables. Mais en même temps, j'y suis pas. Et moi, j'ai la sensation, quand je ne joue pas, que je n'existe pas. Et je pense que c'est ce que ressentait Samira. Et je trouvais que c'était vraiment une marque d'amitié formidable de venir me voir jouer. Et normalement, après un spectacle, quand on est proche des comédiens, on se voit, on passe du temps ensemble. Et vous vous rappelez que finalement, dans ces fois-là, elle ne passe pas de temps avec vous. Il y a une fois où tu es resté et une autre fois où t'as pas pu rester, t'es parti. Et tu m'as laissé un message en me disant, écoute... Quand vous dites qu'elle n'a pas pu rester, vous voulez dire quoi? Elle m'a dit, je ne peux pas... Elle m'a laissé un message en me disant, je peux pas rester, tu comprendras, je préfère rentrer. Qu'est-ce que vous comprenez? J'ai compris que c'était trop difficile de rester, d'être dans ce monde de théâtreux, entre guillemets, dont elle ne faisait pas partie à ce moment-là. Donc c'est de la violence. Parce qu'en fait, quand on se voit, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc automatiquement, là, cette première question nous renvoie à je fais rien. Je me souviens du moment où je t'avoue que je fais des ménages. Tu étais super parce que tu es resté assez digne et tu m'as juste parlé, tu m'as juste dit « Ah ben, tu fais payer 11 ou 12 euros hein, de l'heure. » C'était une façon d'évacuer le problème, ou en tout cas de ne pas me le renvoyer, de le positiver, qui m'a beaucoup touchée.
Richard, cette période-là, vous vous en souvenez? Quand elle vous dit, voilà, j'étais sur scène, je vivais de mon métier, ce qui est déjà un exploit quand on est comédien de vivre de son métier. Et puis là, c'est la chute, c'est-à-dire que je vis cette condition qui est totalement différente. On verra ce que ça va donner plus tard. Mais pendant cette période-là, vous vous rappelez du moment où elle vous l'annonce, vous vous rappelez de ce que vous ressentez? Oui, mais au moment où elle me l'annonce, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas durer et qui est totalement provisoire et qui est une manière de pas être en dehors de la société. Et en même temps, moi, j'étais dans une activité extrêmement intense puisque je venais d'être nommé à la direction d'un théâtre, donc j'étais dans une effervescence. Donc de temps en temps, je me dis, tiens, il faut que je pense à Samira. Et en fait, le temps passe et je me rends compte, en fait, avec du recul, que la temporalité qui était la mienne, extrêmement active, extrêmement sollicitée tout le temps, plein de projets, et que l'attente de Samira devant le vide, voilà, il y avait un écart et c'est en lisant son livre que j'ai pris ça dans la figure. Vraiment. Alors justement. Ça a été inouï comme violence, enfin de ressentir la violence de ce qu'elle avait vécu. Alors, L'odeur et le planche, c'est un petit chef-d'œuvre. Il n'y a pas que moi qui le dis. D'abord, les critiques l'ont vu. C'est-à-dire qu'au-delà du récit, il y a la manière de le dire. Donc, Samira, voilà, la vérité, c'est qu'elle est écrivain. Mais elle raconte son histoire, elle raconte ce qu'elle ressent quand elle est invisible. C'est très important ce mot, quand elle fait partie de ceux qu'on ne regarde pas, qu'on ne considère pas. Donc, c'est une expérience de vie incroyable. Racontez-moi comment vous lisez ce livre, en combien de temps ça se passe où et même chose, qu'est-ce que vous apprenez finalement? Alors moi c'est très simple, je suis en train de monter un spectacle au Théâtre de la Colline. Samira dépose le livre à l'accueil du théâtre. Le soir je récupère l'enveloppe, je le lis tout de suite et je ne m'arrête pas. C'est-à-dire il est 1h, 2h du matin, je le lis dans la foulée et je finis en larmes. Totalement, mais donc je lui fais un message tout de suite. Oui, je me souviens très bien. J'ai reçu un mail message disant, super mais c'est touchant. incroyable. Et au moment où je lis le livre, je me dis, mais d'abord, je constate la qualité littéraire, la finesse du style, la précision des images, et aussi l'humour, parce qu'elle a toujours cet humour qui est très présent. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Je suis directeur de théâtre, je dirige un centre dramatique national, il faut que je fasse quelque chose. Mais pourquoi en larmes? D'abord parce que je la connais, et parce que je dirais la description des situations, de l'humiliation, de la solitude, de l'anéantissement, de la disparition, tous ces éléments-là me bouleversent. Parce que vous parlez de mots très forts alors qu'on parle de quelque chose qui semble ordinaire. Oui, mais parce que je pense que cette solitude, quand on s'ausculte de l'intérieur, elle peut être extrêmement forte, extrêmement violente, vraiment violente. Et puis aussi, toute une chose qui me touche beaucoup, c'est tout le rapport à sa famille. C'est-à-dire, je constate avec beaucoup comment dirais-je, d'admiration, enfin pour la manière dont elle parle, dont elle relate l'histoire de son passé, de sa famille, l'arrivée de ses parents en France, etc. Et donc ce parallèle, voilà. Et puis moi j'ai toujours pensé que c'était une sorte de tombeau pour sa mère, enfin une chose de presque, oui, un livre pour sa mère. Christine, votre réaction quand vous découvrez le livre? Votre sensation? Moi, j'ai pleuré pendant toute la lecture. Je me suis dit, je peux pas l'appeler tout de suite. Pourquoi vous pleurez Je me souviens. à ce moment-là? Oh ben, parce que c'est mon amie, ça c'est sûr. Parce que je me doutais que ce qu'elle vivait était douloureux, mais que je ne me rendais pas compte que c'était à ce point. Parce que de ne pas m'être rendu compte que ça l'était à ce point. Donc ça aussi, ça me bouleversait. Et puis parce que ce qu'elle raconte, c'est la vie de tout le monde. C'est-à-dire que sa chute, c'est une chute que tout le monde peut vivre. Donc c'est une petite histoire qui raconte l'histoire de plein de gens qui sont tous des héros de leur vie. Donc ça, je trouve que c'est formidable. Et puis, ce qu'elle raconte de sa famille. Quand la mère, elle est là, et puis elle appelle les enfants, c'est ça, et elle prend la cuillère en bois, elle se met... Et je dis que la spatule, en fait, est comme un prolongement, une extension de ces femmes-là, d'elles-mêmes. Et ça a beaucoup parlé à Christine, parce qu'elle a pensé à sa mère, à elle. Alors Richard, vous dites ce livre-là, il faut qu'il soit encore plus lu, entendu. Oui. Vous décidez de faire une pièce et vous proposez le rôle à Samira qui refuse. Alors, dans un premier temps, je me dis, je suis tellement bouleversé, c'est parce que je la connais. Donc, je donne le livre. J'ai été invité sur une émission pour parler du spectacle avec Claire Chazal. Et je lui dis, voilà, j'ai lu ce livre. Je serais curieux de savoir ce que
que vous en pensez. Et 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit, mais qui est cette fille? C'est formidable. Et je commence à faire connaître un peu le livre à des gens qui ne connaissent pas du tout Samira. Et d'avoir le retour d'autres qui disent, mais qu'est-ce que c'est formidable cette écriture, etc. Peu à peu, l'invisibilité commence un peu à disparaître. Et je dis tout de suite à Samira, on va faire une lecture. On va faire 3 jours de lecture à Valence, à la Comédie de Valence. On produit le truc, viens, tu peux lire le livre. Et elle me dit, ah non, je ne veux pas être l'actrice de mon propre livre. Pourquoi, à ce moment-là? Mais parce que quand on est comédien, ce qui est intéressant, c'est de jouer d'autres rôles et la distance permet de le jouer. Là, il n'y en avait pas du tout de la distance. Ça aurait été un petit peu pathétique, je trouve, de ma part, d'accepter. Et puis, je préférais l'entendre ailleurs, dans un autre corps, avec une autre voix. Je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant pour moi et pour les spectateurs, je pense. Bon. Et celle qui va donc jouer votre rôle, c'est Sandrine Bonner, donc excellente comédienne. Ah bah oui. Comment ça se passe quand vous voyez pour la première fois Sandrine Bonner dire vos mots, ceux que vous aviez écrits pendant une période extrêmement triste et isolée? C'est bouleversant, en fait. Il y avait des tas d'endroits dans le spectacle où j'essayais de me retenir, hein, mais où les larmes venaient à chaque fois qu'elle le jouait. Il y avait une telle authenticité dans ce qu'elle apportait au texte que j'avais l'impression de me voir sur scène. C'était très touchant. C'était aussi très très beau le jour, parce que moi, je me rappelle le jour où on a joué pour la première fois. C'est-à-dire c'était non seulement le retour de Samira sur scène, mais via l'écriture, mais aussi le retour de Sandrine Bonner qui n'avait pas joué au théâtre depuis 25 ans. Oui. Donc il y avait une sorte de faisceau de retour. Moi je me rappelle toujours le moment où on a fait monter Samira sur le plateau pour que le public puisse Alors saluer que je ne voulais pas. Je disais, non, je ne veux pas. Ça, c'était très fort. Et c'est vrai que Sandrine aussi, de par son histoire sociale, son histoire personnelle avec ses frères et sœurs, sa vie dans la banlieue à Grigny, etc., il y avait des rapprochements et puis une sorte d'évidence. Bon, j'ai besoin que vous me racontiez le jour où votre maman est dans la salle et voit ça. Mais juste avant, on regarde quelques images ensemble. Marseille devant nous. Nos mères semblaient déroutées, sans point de repère. Le temps d'une traversée, elles étaient devenues des étrangères. Ils vivaient à l'écart du monde, à l'entrée, comme entassés dans un vestibule, silencieux, microscopique, de la poussière d'homme. La première fois que mes parents me voient sur scène, j'ai 30 ans. Mon père se jette sur moi et me lance sur le ton de la plaisanterie. Heureusement qu'on n'a pas payé, hein. Dans la boîte aux lettres, il y a ce courrier des ascédiques. Fin de droit. Femme sérieuse, cherche heure de ménage. Oh, par ici vous trouverez à coup sûr. Ils en cherchent tous les jours des dames comme vous. Ça sort enfin, ça jaillit de moi. Ça déborde. Je me gifle, je m'arrache les cheveux, je m'effondre en larmes. Vaincu, j'éteins l'aspirateur. C'est le silence, un silence de merde. Je ne suis rien, puisque je suis traitée comme telle. Ceux qui nous emploient commencent par oublier qu'on doit venir. Et puis un jour, on devient totalement transparente. Encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre vie sur scène? Les émotions sont toujours aussi présentes et toujours aussi fortes. J'ai juste envie que ça recommence, quoi. Je me dis, il faudrait qu'on reprenne le spectacle. On va le faire, Moi, je crois, parce que j'ai eu la chance de le voir. Ah, mais oui. On va le faire pour Frédéric. Parlez-moi de votre maman, donc, qui découvre le spectacle, qui raconte des émotions vécues par sa fille, même si ça raconte, encore une fois, il y a une forme d'universalité. Mais quel souvenir vous avez de ce soir-là? Oh là là, c'était le deuxième, C'était troisième le deuxième soir, le samedi soir. Et comme le premier, on fait monter Samira sur scène pour qu'elle salue. Et à un moment donné, on va tous les trois, Sandrine, Samira et moi. On salue, puis nous, on sort, on laisse Sandrine toute seule, qui demande au public de se taire. Et en coulisses, On comprend pas Samira ce dit qu'est-ce qui se passe? Et Sandrine dit voilà, je voulais vous dire, j'ai eu un trac fou ce soir, parce que dans la salle,
il y a Madame Sédira, cette Une femme grande magnifique, une grande dame, voilà. Elle se La rappelle des Samira. mots. Non, mais Ah bah Samira- oui, Moi, j'ai les gorges nouées aussi. Samira éclate en J'ai sanglots dans pleuré. la coulisse. Elle prend. Il y avait un Je technicien. prends le technicien dans mes bras. prend Gilbert, Gilbert. Gilbert dans ses bras. Je pleure, je pleure. Ma mère me dit après qu'elle a pleuré. Ma sœur qui était là pleurait. Mon beau-frère pleurait. Mais on s'attendait pas du tout à ça. Le fait Qu'elle rende hommage à cette qu'elle femme qui rende vous a hommage à inspiré. ma mère ici. Elle était là. Et puis du coup, dans la salle, comme ma mère maintenant se voile depuis quelques années, vu que c'était la seule femme voilée de la salle, il y avait quoi, 300, 400 personnes? Je rigole, il y avait, Il y a plus. il y avait 600, 700. 600, 700 personnes qui se tournent vers elle, puisque c'est... Et là, ma mère me dit, là, je me suis sentie pas très bien, parce que c'est pas du tout comme regard. Et après, à la sortie du spectacle, c'était une vedette. Tout le monde la prenait en photo, et j'étais vraiment heureuse de voir ça. J'étais heureuse. Justement, qu'est-ce que cette scène si forte? Parce que ça ressemble à un film américain, vous savez, ça ressemble à, Oui, c'est Vraiment, vrai. des raisons, à une des success raisons. story où ça finit par cette femme qui était invisible et qui se retrouve dans la lumière, célébrée par tous. Mais qu'est-ce que ça nous raconte de l'existence? Ça dit au fond qu'il faut être fidèle à soi-même, enfin à ce qu'on a au fond de soi-même, à la passion qu'on peut avoir au fond de soi-même, parce que Samira a toujours écrit. Et que dans le moment le plus difficile, il faut faire confiance à ce qui est soi, à ce qui est profondément soi, bon voilà, il faut passer un certain nombre d'épreuves. Mais je pense que Samira, elle a fait ça, c'est-à-dire qu'elle a su trouver les mots pour dire la difficulté de vivre, le mal de vivre, pour le sublimer, le transformer, et en même temps se relier avec son histoire, ne pas nier son histoire. C'est ça pour vous C'est les important. clés, les enseignements qu'on peut tous tirer de l'histoire de Samira, c'est cette idée de ne pas se renier. On ne naît pas de nulle part, enfin ça c'est Oui. une chose dont on a parlé avec Samira. C'est vrai. On a des parents, on a des grands-parents, on vient de Elle est quelque longtemps part, niée, ouais. on peut se bâtir contre, enfin se construire contre, ou avec, mais je pense que effectivement chacun d'entre nous a une mémoire. C'est-à-dire qu'on peut décider à un moment donné de ne pas avoir de racines, de ne pas avoir de passé, mais ça nous rattrape, Exact, Oui. exact. Et il faut accueillir son histoire, quelle qu'elle soit. quelle qu'elle soit. On peut en faire quelque chose. Mais bien On sûr. peut en faire quelque chose. Christine, dans cette expérience qu'a vécue cette amie que vous avez en face de vous, en quoi ça peut finalement nous aider tous à vivre notre existence et surtout surmonter les épreuves? Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement? Quels sont les enseignements de cette histoire pour vous? Qu'il ne faut jamais lâcher, qu'il faut accepter de tomber. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner. Et quand on a réussi à l'accepter, d'être toujours profondément fidèle à soi-même. De ne pas essayer de coller à ce qu'on pense que les gens aimeraient qu'on soit. Et je pense qu'on est tous des individus uniques et formidables, et que c'est ça qui doit nous porter toute notre vie.